on a tous quelque chose à partager. On a tous un parcours, même si on a 20 ans. Parfois, à 20 ans, on a déjà un parcours que d'autres n'ont pas à 50 ans. Donc, on a tous quelque chose à partager. Et aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de le partager. Bonjour, nouvel épisode de ma série Libre et photographe. Et dans cette série, j'interview une fois par semaine des photographes qui ont fait le choix de monétiser, de générer un revenu grâce à leur expertise photo, grâce à leur passion pour la photographie. Peu importe la forme que prend cette monétisation, peu importe qu'ils vendent leurs photos, peu importe qu'ils vendent des stages, peu importe qu'ils vendent des formations, peu importe qu'ils fassent des shootings. L'idée, c'est de faire venir des gens inspirants par leur parcours, par leur discours, par leur vécu, par ce qu'ils font, par leurs ambitions, par leur état d'esprit, et que ces personnes-là, ces photographes, eh bien vous partagent tout ça à travers leurs réponses à mes questions. Et aujourd'hui, je reçois un photographe que j'aime beaucoup, une personne que j'aime beaucoup. Cette personne, c'est Jean-Christophe Dichamp. On se connaît bien parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, parce qu'on a passé des moments ensemble et puis on communique très régulièrement ensemble sur nos activités respectives. Donc on se connaît bien et pour moi, c'est un vrai plaisir d'accueillir Jean-Christophe parce que j'ai plein de choses à lui demander. Ça va être une chouette et une belle discussion. Salut Régis. Bonjour tout le monde. JC, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Parce que je pense que certains de mes abonnés ne te connaissent pas. Eh bien, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-Christophe Dichamp, je suis effectivement photographe, fondateur, animateur du site Nikon Passion depuis 2004, à force, je ne vais plus oser dire la date. Voilà, donc depuis 2004, je viens du web, je suis toujours sur le web aujourd'hui, et parce qu'il faut vous dévoiler, voilà, pour en dire encore, je vis en région parisienne, je suis photographe plutôt urbain, mais photographe avant tout. Et effectivement, Régis, on se connaît depuis plusieurs années, on s'est vu plein de fois, et je réponds à ce que tu disais en introduction, je t'apprécie sans aucun problème, tu le sais, on a beaucoup partagé là-dessus, donc voilà. Bon, ça c'est cool, super, mais merci JC. Alors, déjà, première chose, je vais pas trop insister là-dessus parce que c'est vrai que ça remonte et ça fait un peu dinosaure, mais 2004, assez peu de personnes avaient déjà l'idée de créer un site et un blog sur la photographie. Je veux dire, moi j'ai créé le mien en 2010, ceux qu'on connaît, qui sont encore sur la place et qui font aussi du bon boulot par ailleurs, ils datent de quoi, année 2010, 2012, 2013, tu vois, même si certains se créent encore maintenant, mais je veux dire, on va dire que la grosse création de sites photo date, allez, 2008-2010, toi c'est 2004. Donc ça date un petit peu, c'était vraiment le tout début. Quel a été pour toi le déclic? Quelle était l'envie initiale de créer un site autour de ta passion pour la photo? Alors, tu sais que c'est même pire que ça, parce qu'en 2004, les blogs n'existaient pas. Ouais, c'était pas le blog 2.0 à l'époque, où tu commentais, c'était très figé, quoi. Le blog, la vague du blog est arrivée après. Donc on était plus sur des sites formels, très, très statiques encore. Alors l'idée, c'est simple, c'est que j'ai un parcours professionnel dans la musique, que à cette époque-là, j'étais plongé dans ces problématiques-là pour mon emploi, donc à titre professionnel, la gestion de contenu web, ça c'est mon parcours en entreprise. Et j'étais attiré bien sûr par la création de ces sites web qui nous arrivaient, qui allaient, on sentait que ça allait devenir quelque chose de très commun en 2004. Le web existait depuis longtemps bien sûr, mais le fait de pouvoir publier aisément un peu moins. Et puis j'avais toujours cette passion pour la photo depuis déjà quelques années. Donc, un besoin de faire quelque chose de mes 10 doigts sur le web pour voir comment ça se passait concrètement. Le fait de me dire, ok, je vais créer un site web, mais pour parler de quoi, je sais pas. Tiens, j'ai une passion pour la photo. Finalement, tiens, je vais faire un site web sur la photo, comme ça, j'ai le prétexte et je peux me lancer. Et puis, petite information un peu plus personnelle, mais on est entre nous. 28 avril 2004, très précisément, j'ai créé Nikon Passion, un soir pas fait comme un autre. Et c'est aussi le mois de naissance de ma deuxième fille. Et tu sais comme moi que les premières semaines, on a du temps généralement la nuit. Donc voilà, c'était aussi une façon d'occuper ce temps-là. Point commun qu'on a, parce que moi, effectivement, c'était la création de mon site est tout à fait liée aussi à la naissance de ma première fille. Donc il y a des similitudes là-dessus. Mais c'est vrai que ça nous paraît
normal et logique aujourd'hui. On a une passion, on crée un site et un blog pour la faire connaître. Ça fait partie du paysage du web. Et à l'époque, c'était quelque chose de très novateur et de très osé, en fait, j'ai envie de dire. Par rapport à ton parcours photo, JC, tu as dit que tu avais une passion, la photographie, tu as créé ton site pour ça. Mais si on revient encore plus en arrière, elle vient d'où cette passion pour la photo? C'est quelque chose d'enfance, donc tu as vécu l'argentique aussi, où tu t'es lancé là-dedans grâce au numérique. C'était quoi les différents moments, les étapes clés de ton évolution photo et surtout le point de départ, ça vient d'où? Oh, ça vient de bien avant le numérique. Bon, alors forcément, les cheveux grisonnants aidant, on comprend. Non, j'ai fait de la photo tout petit avec des tout petits appareils. Mon père, qui était photographe très amateur, sans aucune prétention en photo, avait un boîtier argentique parce que voilà, dans les années 70, on avait un appareil photo un peu mieux que le petit compact quand on voulait se faire plaisir. Et donc, j'ai joué avec ça. Et puis, c'était pas vraiment une passion, c'était plus, je pars en voyage, je fais des photos, voilà. C'était la photo souvenir, mais sans autre envie que d'aller plus loin. Et puis, j'ai quand même un parcours très technique, technologique, et forcément, l'appareil photo a fini par m'intriguer. Au bout d'un moment, je dis, tiens, mais quand même, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment ça se fait quand je Le côté un peu geek. Il y a cette curiosité Ouais. naturelle. Et tout ça, donc c'était encore avant le numérique. J'ai commencé à voir un petit peu autour de chez moi ce qu'il se passait. Il y a un club photo dans la commune. Je suis allé les voir. Voilà, ça a démarré comme ça. J'ai démarré le labo noir et blanc et l'argentique noir et blanc. J'ai fait du labo. J'ai une copine qui était tireuse professionnelle dans les labos parisiens qui m'a initié à tout ça aussi, qui m'a aussi mis pas mal de baffes d'ailleurs sur la qualité de mes photos quand je les montrais en me disant ah, non, ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Bon, voilà. Donc il y avait toute cette période-là, et puis le numérique est arrivé, numérique égale technologie, forcément j'ai un parcours technologique, je me plonge dedans. Et peut-être que certains pourraient se dire, mais pourquoi Nikon Passion hein, dans tout ça? Parce que j'ai démarré la photo avec un Minolta, en fait. En termes de vrai boîtier argentique, je passe sur les petits compacts. C'était le Minolta de mon père, le SRT 101 que beaucoup ont peut-être connu. Et puis, quand j'ai voulu passer à autre chose, autofocus, voilà, un peu plus performant, je suis arrivé chez Nikon. Alors, un peu par hasard, mais j'avais comparé l'offre à ce moment-là, et puis le Nikon, le 601, pour ceux qui ont connu, était le boîtier qui semblait me correspondre le mieux. Et comme j'avais un vendeur photo, un petit vendeur pas loin de chez moi, qui était hyper sympa, qui est toujours d'ailleurs, qui est plus vendeur photo, mais qui est toujours sympa, voilà, on a comparé tout ça, il m'en a trouvé un d'occasion très vite, et c'est parti comme ça, et je me suis intéressé à cette marque, et c'est toujours le côté technologique, technique qui revient. Je me suis pris de passion pour cette marque. Et Nikon Passion, en une phrase, c'est parce que j'ai rien trouvé en français sur la marque, ou bien des petits bouts disséminés de ci, de là, alors qu'en anglais, il y avait plein de choses déjà en 2004. Que je me suis dit, bah tiens, je vais faire un site sur la photo, et sur la marque Nikon en particulier, parce que c'est la marque pour laquelle je suis en train de chercher plein d'infos et je ne les trouve pas. Entre ton métier à l'époque hein, que tu avais dans le web, dans la communication, tu travaillais chez IBM, je crois, Oui. et le côté et ton blog naissant hein, sur la photographie, je trouve que c'est très lié tout ça. Alors qu'il me semble que souvent les personnes que j'interviewe ou avec qui je discute, tu vois, les photographes qui ont envie de lancer leur business dans la photographie, il y a plutôt le côté, bah, mon métier ne me correspond pas ou plus et j'ai envie de faire autre chose complètement différent. J'ai l'impression que toi, c'était pas ça en fait. Hein. T'as pas eu vraiment ce besoin de te déconnecter à 100% de ton métier salarié dans la photographie, quoi. C'est quand même arrivé assez vite parce que 2004, c'est le tout début. C'est voilà, je joue avec tout ça, je creuse des sujets à titre professionnel pendant mon temps personnel. Mais bon, sans me raconter ma vie, en parallèle, je travaille dans l'industrie informatique, en effet, dans le logiciel. Et ma société, la société dans laquelle j'étais à cette époque-là, a été rachetée 2 ans plus tard par Big Blue. Et effectivement, la grande maison IBM, c'est autre chose. Je passais d'une boîte de 30 personnes en France à une boîte de 5000, donc ça n'avait plus rien à voir. Et l'ambiance n'était pas la même, mes aspirations, elles étaient ce qu'elles étaient, mais j'avais pas les mêmes espoirs possibles dans l'entreprise. Voilà, je vais pas reprendre tout ça, mais
plus compliqué et très procédural, très, vous savez probablement les grands comptes, comment ça marche, voilà, c'est complexe. C'était pas ma vie en fait, j'étais pas fait pour ça. Donc j'ai changé assez rapidement de l'avant-vente logicielle, ce que je faisais pour passer au marketing. Donc là déjà, je me suis amusé un petit peu plus parce que ça c'était aussi ma passion en parallèle, la photo, mais le marketing, le web, les réseaux sociaux frémissants déjà à l'époque. Et puis là, pendant plusieurs années, j'ai fait du marketing. Mon dernier job, c'était responsable du marketing pour les startups technologiques. Donc là, j'étais plongé dans un environnement de jeunes start-upers, moins de 30 ans, qui créaient des boîtes toute la journée à une allure incroyable, à tel point qu'on n'arrivait pas à suivre tellement eux, ils allaient vite. Et voilà, je pense que probablement à force de côtoyer ces gens-là au quotidien, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, quoi. J'ai envie de faire quelque chose, ce que je fais là ne me correspond plus. Si je change de boîte pour aller dans la même typologie de boîte, ça ne va pas m'amener grand-chose de plus. Donc finalement, j'ai cette activité photo balbutiante dont je sens que je pourrais faire quelque chose. Pourquoi j'essaierai pas? Et peut-être qu'un des déclencheurs avec le recul, ça a été la discussion que j'ai eue avec un jeune start-upper. C'était à Nantes lors d'un événement start-up, à qui quelqu'un qui sortait, qui venait de finir ses études, sa formation initiale, donc en post-bac, qui avait, je sais pas, 25 ans, et à qui je dis, mais pourquoi créer une start-up à cet âge-là, alors qu'avec ton diplôme, tu as moyen de te trouver un bon job dans une entreprise, et que ça peut être aussi gratifiant. Et là, le gars me répond, bah, oui, je pourrais faire ça, mais la plupart des copains qui font ça, ils ont des boulots, ils sont pas en CDI tout de suite, bien que c'était déjà un niveau ingénieur, master 2, je sais plus quoi. Et voilà, mon avenir n'est pas assuré, c'est pas forcément ça que j'ai envie de faire. Je vais peut-être me planter si je me retrouve au chômage 6 mois plus tard. Alors tant qu'à faire de me planter, je préfère essayer de créer ma boîte parce que j'ai une idée. Et si je me plante, je me plante, et puis on verra bien plus tard pour retrouver un boulot. Et franchement, quand vous avez quelques années de plus et que vous entendez un jeune de 25 ans dire ça, ça remue un peu quand même. C'est-à-dire que je suis rentré en me disant, T'avais quel âge là? T'avais quel âge à ce moment-là? là, j'avais allez, 48, 49. Ouais. Donc déjà, là, ça remue un peu en se disant, mais mince, quoi. Ils y vont, ils ont ce courage-là. Et moi, je fais quoi? Moi, ça fait 2 ans que je tourne en rond en me disant, qu'est-ce que je vais faire? Il y a peut-être un moment, il faut que je me mette un coup de pied aux fesses tout seul, quoi. Ouais, ouais. Et bon, ben voilà, il y a eu des circonstances facilitantes aussi, mais Un petit mot sur le nom de domaine, parce qu'on a eu ce débat-là, enfin c'est pas un débat, mais on a eu aussi ces discussions lors d'une autre interview, il y a 2 semaines je crois. Voilà, quand on veut être présent sur le net, on crée un compte Insta, on crée un compte Facebook, on est présent sur les différents réseaux, et puis aussi on peut créer, ou on doit créer, hein, on peut aussi en discuter, mais un site. Et se pose très vite la question du nom de domaine. Comment je l'appelle, tu vois, mon truc. Toi, donc tu l'as appelé Nikon Passion. Donc ça traite de l'actu et du matériel Nikon, mais quand même, pour l'avoir aussi vécu avec toi, tu es quand même régulièrement obligé de quelque part de te justifier, de dire que je parle aussi d'autre chose que de Nikon, quoi. Est-ce que ce nom de domaine-là, maintenant, est-ce que pour toi je ne vais pas dire une prison, c'est un peu fort, mais en tout cas réducteur, et tu aimerais un petit peu t'en libérer et la question derrière ça, c'est ce serait quoi un bon nom de domaine quand on débute, tu vois, et qu'on a envie de s'afficher sur le net? oui, alors bon, est-ce que c'est une épine dans mon pied? Non, non, c'est pas le cas. La seule, le seul ennui que j'aurais pu avoir, c'était très concrètement, c'était avec la marque Nikon, parce que j'ai quand même un peu usurpé leur nom sans leur demander la permission. Mais parce que vous l'avez compris, en fait, le soir où j'ai fait ça, ça m'est venu. Je suis pas forcément le meilleur pour trouver les noms les plus percutants. Ça m'est venu comme ça. Je me suis même pas posé cette question-là parce que pour moi, je créais un truc dans mon coin, personne n'allait le regarder. C'était public, certes, mais à part mes visites, je pensais même pas que quelqu'un puisse regarder. Le nom de domaine ne m'a pas effrayé. Quelques années plus tard, j'ai créé un autre blog où il est question d'une marque. Je vous avoue que là, j'ai pas mis le nom de la marque dedans. Mais Je le connais celui-là. à cette époque-là, voilà, c'était pas une réflexion que je me suis faite. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pénalisant? Non. Alors, pour être très honnête, c'est pas pénalisant parce que les gens qui cherchent des infos sur Nikon, ils vont les trouver peut-être plus facilement. C'est pas pénalisant non plus parce que on s'entend bien avec les gens de Nikon France. Donc si toutefois ils m'écoutent tout de suite, j'espère qu'ils vont le confirmer. Mais voilà, on s'est dit les choses, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là.
Et puis, c'est pas pénalisant non plus parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la première partie de la réponse. Aujourd'hui, on cherche une information, Google nous renvoie une réponse, puisque c'est devenu un moteur de réponse plus que de recherche. Et très honnêtement, est-ce que tu regardes le nom de domaine du site sur lequel tu vas quand tu obtiens la réponse que tu cherches? Non. Généralement, non. Donc, j'aurais presque envie de dire, on s'en fout. Et on s'en fout pas complètement, deuxième partie de la réponse, parce que si vous traitez d'un sujet très particulier, je vais prendre, je sais pas moi, apprendre le macramé, le fait qu'il y ait le mot macramé dedans, ça va quand même aider au niveau des moteurs de recherche et du référencement. Donc, sans aller plus loin, oui, ça peut avoir une importance. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que le nom de domaine soit son propre nom, parce qu'on ne parle jamais aussi bien de soi qu'en mettant son nom, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Et puis on se trompe pas. C'est peut-être pas le truc le plus ouf, mais au moins, on peut en parler d'un gros risque. On se trompe pas, ouais, et ça a un autre énorme avantage, c'est qu'on peut changer d'activité ou faire évoluer son activité sans que ça remette tout en cause. Si demain je veux parler de Canon, je vais pas le faire. Admettons que je veuille le faire, eh bien, forcément, sur Nikon Passion, ça passe moins bien. Voilà. Finalement, les exemples extrêmes marchent très bien, on comprend tout de suite. Hein. Oui, voilà. Alors, parenthèse dans le domaine fermé, mais je voulais pas oublier ça parce que voilà, ça fait partie aussi des questions très techniques. Hein. C'est pas les plus importantes, mais bon, voilà, quand on commence, ça fait partie des choses faciles à faire, enfin ça fait partie des choses, je trouve, tu vois, on a fait un step, on a fait un pas, on a créé le site, on a choisi le nom, on l'a acheté. Ouais. C'est pas plus important, mais symboliquement, ça montre que dans notre démarche entrepreneuriale, ça fait qu'on avance. Donc voilà, c'est aussi bien, je pense, de parler des choses, allez, on va dire techniques comme ça. Mais je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours, parce que je sais que dans mon lectorat, dans mon audience, dans ma communauté, il y a des gens qui ont ton âge en fait, JC, qui sont dans le même moment de vie que toi. Voilà, la cinquantaine, qui ont donc qui sont pas proches de la retraite, qui ont encore des années de boulot devant eux, qui ont quand même un passé aussi de salariés, de personnes actives important et conséquent avec une grosse expérience. Et c'est facile quand tu as 25 ans, 30, voire même 35, de dire, allez, je prends le risque, je me lance dans l'entrepreneuriat, je crée ma boîte et puis on verra bien, je pourrais encore me retourner. Moi, je l'ai fait à 35, tu vois, donc je trouve que ça se fait plutôt facilement. Toi, quand tu as fait la bascule, je sais pas, en 2013-2014, il me semble, hein, cette bascule de 2013, ouais. 2013, donc tu étais plus âgé que moi quand moi je l'ai faite, cette bascule-là. Comment ça se passe dans ton esprit quand il s'agit de faire ça? Quel est ton état d'esprit à ce moment-là? Par rapport à ta vie de famille, par rapport à tes responsabilités, par rapport à ton salaire actuel avec un poste de cadre avec un bon salaire. À cette époque, comment ça se passait dans le cerveau de JC en fait? Oh, il s'en passe des choses là-dedans. Ça a fumé plus d'une fois et maintenant. Et ça fume encore peut-être. Oui, mais oui, parce que rien n'est jamais terminé. Enfin, le doute est toujours là, même aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a toujours le doute. Mais la différence qu'il y a entre aujourd'hui, ces dernières années, et il y a 20 ans ou 30 ans, c'est que aujourd'hui, les salariés aussi ont le doute, alors qu'avant, ils ne l'avaient pas. Du coup, voilà, on est tous sur un pied d'égalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Il s'est passé que déjà, je saturais depuis déjà un moment. Donc voilà, j'ai plutôt un caractère à dire j'en ai marre, va falloir trouver des solutions. Voilà. Mais bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque. Le risque, c'est de perdre ce qu'on a, clairement. Hein. C'est de perdre son confort, c'est de perdre ses revenus, c'est de se mettre soi dans l'embarras, de mettre sa famille dans l'embarras, parce que c'est l'âge aussi où pour beaucoup on a encore voilà, le schéma, le prêt, la femme, les gosses, voilà, la famille à gérer. Et la tondeuse? Même si la mienne s'assume très bien. Hein. Enfin, c'est pas, je suis pas non plus dans cette situation où tout repose sur moi. Mais voilà, il y a tout ça qui se passe. Mais en même temps, je vivais un tel désaccord entre moi, mes aspirations et ce que je faisais au quotidien qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Parce que on devient désagréable, parce que c'est lourd à gérer, parce que je savais plus pourquoi je me levais le matin, parce que je voyais pas le sens que j'étais en train de donner à ma vie. Et ça, même un peu avant 50 ans, ça interroge, parce qu'on se dit, mince, il y a encore un paquet d'années à tirer, je me vois pas faire ça pendant encore 10 ans, 15 ans. Après, clairement, c'est aussi l'âge où, vous savez, ou pas, mais dans l'industrie, dans l'informatique, à 35 ans, on est senior. Ouais. Même avant, hein, à 30-35 ans, on est senior. Sous-entendu,
on a un salaire qui va plus beaucoup évoluer parce qu'on est déjà relativement bien payé. Enfin, ça, c'était avant. Peut-être que maintenant, c'est un peu moins vrai. Et puis, on progresse moins vite. On est moins agressif quand on est commercial. Donc, en gros, tu es un peu au bout du rouleau déjà. Donc, on va te mettre dans un coin où tu ne vas pas trop nous embêter et voilà, où ça va bien se passer. Donc, en clair, arrivé à 50 balais, qu'est-ce qu'il vous reste? Le placard ou le licenciement. C'est violent quand même, hein. C'est violent, hein, quand même, hein. Ben oui, c'est à la fois c'est long, parce que moi, j'ai des amis, des collègues qui ont été placarisés, et quand il reste encore 15 ans à tirer, voilà, il fait sombre hein, dans un placard, on s'emmerde quand même. Donc il y a ça, et puis bah, ceux qui sont restés sur le carreau, malheureusement, à 50 balais, on t'explique gentiment que, bon, bah écoute, hein, cherche pas trop de boulot tout de suite, tu trouves plutôt une autre idée, quoi. Ouais. Donc, j'ai aussi peut-être inconsciemment anticipé ça en me disant, bon, je risquais pas de perdre mon emploi à ce moment-là, mais on sait jamais. Et l'expérience prouve qu'aujourd'hui, j'estime que j'ai bien fait parce que la situation, elle est ce qu'on connaît et que c'est très très difficile et que c'est que le début, je crois. Tu fais comment pour préparer, en tout cas toi, tu as fait comment pour préparer cette reconversion-là? Ça a été assez abrupt avec une grosse prise de risque ou tu t'es écouté suffisamment tôt pour très vite te dire là ça va pas trop, je me sens pas très bien, il faut vite que j'ai mon plan B et ce plan B c'est Nikon Passion. Donc du coup ben voilà, je mets de côté, je commence à réfléchir à un plan de financement. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi? C'était assez rapide ou vraiment de manière très très progressive et très réfléchie? Non, c'est plutôt réfléchi. Ma nature étant ce qu'elle est, je suis pas très coup de tête comme ça, surtout quand ça engage ma vie et ma famille. Ça a été réfléchi. Disons que j'ai pris le temps de bâtir un plan qui vaut ce qu'il vaut à l'instant où on le bâtit, parce que tout peut basculer d'un jour à l'autre. Mais bon, il faut bien bâtir quelque chose. Après, j'avais possibilité de partir avec un arrangement avec mon employeur qui me facilitait la vie aussi. Donc ça, c'était un peu la garantie que je me donnais de dire, voilà, bon, j'ai du temps devant moi. Si ça démarre pas tout de suite comme je le veux, je peux faire machine arrière et puis rechercher un boulot par ailleurs. Après, je te cache pas que le site Nikon Passion fonctionnait déjà, qu'il rapportait déjà quelques revenus et que donc j'avais une expérience de ce que je pouvais en faire en me disant si maintenant je peux y consacrer toutes mes journées, forcément je vais pouvoir démultiplier ce qu'il se passe. Après, c'est Paris, hein. Donné, ça aurait pu ne pas fonctionner et puis j'aurais pu me dire bon bah c'est tout, tu t'es planté, mais voilà quoi. Et c'est vrai que moi, je viens du monde du public, donc moi j'ai été prof pendant 9 ans, et c'est vrai qu'il y a un dispositif qui est pratique, il faut le dire, qui s'appelle la disponibilité, et moi je me suis mis en dispo pendant 2 ans. Alors 1 an plus 1 an, puis après tu peux aussi cumuler finalement, mais au bout d'un moment quand même, tu es obligé de dire en gros si tu reviens, si tu reviens pas, mais bon voilà. Mais c'est vrai que c'est pratique parce que tu peux tenter le truc. Et c'est pas très grave si tu te plantes parce que tu sais qu'au bout d'un an, bah, tu dis, bah, voilà, je reviens. Bon, ça peut être une grosse exception, tu peux t'en vouloir, tu peux, voilà, mais n'empêche que tu reviens et puis c'est pas si grave que ça. Dans le privé, il y a pas cette notion, voilà, connue de la dispo, mais je pense que tu l'as dit, il y a quand même des conventions collectives qui permettent peut-être de discuter avec son employeur et d'avoir comment on pourrait des facilités peut-être de créer une entreprise avec son employeur. Enfin, Oui, pas avec, mais en tout cas en discutant avec lui. ouais. Il y a les conventions collectives qui sont effectivement plus favorables que d'autres. Je ne suis pas du tout un expert, donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet-là, mais ça, c'est à chacun de regarder. Alors, si vous êtes, par exemple, métallurgie, et il faut savoir que pas mal de grandes entreprises en France, dont l'informatique, sont conventions de la métallurgie pour des raisons historiques, c'est une bonne convention pour faire ce type d'expérience. Après, on a aussi un cadre facilitateur en France en termes de création d'entreprise qui est quand même hyper favorable. Alors, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais on peut partir aujourd'hui, je n'ai pas regardé hier, hein, mais bon, ça n'a pas dû évoluer à ce point-là, on peut partir aujourd'hui en création d'entreprise et non pas en demandeur d'emploi. Si on part en création d'entreprise, on est chez Pôle emploi comme les autres, mais c'est une case à part chez Pôle emploi. C'est-à-dire qu'en gros, on vous fout la paix pendant, alors moi à l'époque c'était 24 mois ou 36 mois selon l'âge, donc je crois qu'au-delà de 50 ans c'est 36 mois toujours. C'est-à-dire que pendant 36 mois, on touche l'équivalent de son chômage et personne ne nous demande rien parce qu'on est créateur d'entreprise.
La seule chose, c'est quand même il y a un document à rendre tous les mois pour justifier qu'on est quand même en train de faire quelque chose. Mais c'est quand même hyper confortable. C'est pas partout, quoi. Donc, alors, je vais pas faire voilà, de publicité pour quoi que ce soit, mais profitons quand même de tous ces mécanismes qui sont mis à notre disposition en tant que salariés, parce que ça sert à ça. C'est toujours 36 mois et ça fonctionne encore. Oui, merci. Oui, Ouais. et aussi, peut-être la dernière chose, c'est que si vous partez avec un projet en tête, vous avez 36 mois de garantie de revenus devant vous. Si en 36 mois, j'estime, hein, c'est très personnel, mais si en 36 mois, je n'étais pas arrivé à générer les revenus suffisant pour me dire ça va marcher, c'est que mon projet n'était pas le bon. Donc dans ce cas-là, j'arrête la casse et puis voilà, je reprends mon statut précédent. C'est pas 3 mois quand même, c'est Ouais. 36 mois. Ça laisse quand même de la marge, hein. Ça laisse de la Ouais. marge, ouais. Et puis, d'autant plus que c'est pas 36 mois, je veux dire, c'est pas au début, à 0 mois. Avant, tu l'as aussi mûri, ce projet. Donc, t'as aussi un antécédent, quoi, hein. Tu fais la bascule. Par rapport à alors, je voudrais avoir des précisions par rapport à comment tu as, je sais pas, décidé, gérer la façon dont tu allais générer des revenus, hein, comment tu allais te payer. C'est-à-dire que tu as multiples compétences photo. Voilà, vers quel chemin tu es allé quand tu as vraiment voulu monétiser professionnellement Nikon Passion? Il y a différentes façons de gagner de l'argent, hein. On le sait bien, en photographie, il n'y en a pas 12 millions, mais il y en a quand même quelques-unes. Vendre ses photos, faire des stages, faire des workshops, faire du shooting photo, faire de la formation photo. Toi, tu allais vers quel type de business model et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre en fait? Alors, clairement, le premier business model, c'était le business model de la publicité sur Internet, qui fonctionnait encore en 2013. Donc, c'est un peu le schéma historique des blogs et de la publication de contenu sur le web, c'est-à-dire que tu publies des articles, tu attires de l'audience, tu places des encarts publicitaires que tu vends soit par le biais d'une régie automatisée, soit à des annonceurs premium, et puis tu génères des revenus. Donc, plus tu vas créer de contenu, plus tu vas avoir de vues, plus tu vas faire de revenus publicitaires, et ainsi de suite. Donc ça, jusqu'à 2014-15, ça fonctionnait encore. Moi, je suis parti là-dessus, clairement. Après, on a bien senti que le modèle commençait à battre un peu de l'aile. Aujourd'hui, c'est même plus battre de l'aile, c'est que, je ne vais pas dire qu'il est inexistant, parce que ça existe encore la pub, mais ce n'est pas pour un site de la taille du mien, ce n'est pas aujourd'hui un modèle rentable. C'est-à-dire que je ne peux pas gagner ma vie aujourd'hui en faisant de la pub sur Internet. Alors, c'est pas lié au nombre de visites qui baissent, c'est lié aux marques qui veulent moins payer, à la concurrence supplémentaire, donc il y a plus d'annonceurs, donc du coup, c'est lié à quoi en fait? Alors, il y a moins d'annonceurs, alors surtout en photo, et alors Ouais. surtout en moment, bien évidemment, il n'y a plus de budget en photo chez les marques, ou pas pour ça tout au moins, ils essayent de garder ce qu'ils peuvent pour l'essentiel. Et après, il faudrait être dans les 5 ou 4 premiers sites, même pas en France, mais dans une langue, alors pour nous le français, dans les 4 ou 5 premiers sites francophones en termes de vues, pour espérer générer encore des revenus qui permettent de dégager un salaire suffisant. C'est-à-dire qu'il faut produire, c'est de l'abattage. Et bon, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire non plus. J'estime que ma valeur, au bout d'un moment, j'avais fait le tour de la question et que ma valeur n'était pas à faire de l'actu au quotidien, alors que tout le monde l'a fait par ailleurs. Donc finalement, prendre un communiqué de presse que tout le monde reçoit, le mettre sur un site et puis dire je fais comme les autres, mais qu'est-ce que moi je vais gagner, c'est pas non plus hyper fascinant. D'où l'évolution du modèle qui aujourd'hui est arrivé sur la prestation de service. La prestation de service non plus aux marques, donc non plus en B2B, mais en B2C, c'est-à-dire la prestation de service aux particuliers, à ceux qui me suivent, et en clair, la formation. Ok, donc c'est-à-dire que tu mets au service de gens qui veulent apprendre la photographie tes compétences photo et tu leur apprends comment, enfin pas que photo, il y a aussi du post-traitement, c'est tout l'écosystème Ouais. photographique autour, hein. Mais tu vois, c'est ce que je te l'ai dit à plusieurs reprises en message privé, donc du coup ce sera plus privé si je te le dis maintenant, mais ce que j'apprécie particulièrement chez toi, JC, c'est alors ça va te faire sourire, mais moi je le ressens comme ça, c'est ton côté visionnaire. Je trouve que tu as un aspect visionnaire, tu as une capacité d'analyse de l'existant très forte et tu vas en tirer des conclusions, souvent très justes sur l'espèce de prospective à court, moyen terme. Tu sais que cette phrase-là, elle nous a valu un long débat à la maison, hein. Ah Parce que oui, à ma femme, à qui j'ai dit, mais Régis, il m'a dit ça, je comprends pas bien. Bah, mais si, il a raison. Et là, ça a été long après.
Bon, je suis content. Je suis d'accord avec ta femme, elle est d'accord avec moi. Ça, c'est bien. C'est bien, très bien. Bon point. Non, mais vraiment, moi, je te connais sur l'aspect pro, donc évidemment, j'ai pas toutes les facettes du JC, donc, mais en tout cas, cette facette-là, pour moi, en tout cas, elle me saute aux yeux. Et je voulais te dire ça parce que je trouve que c'est quelque chose qui est dur en tant qu'entrepreneur. Et là, donc, mais peu importe qu'on soit avancé ou débutant ou peu importe l'état de son projet entrepreneurial photographique, on est tous forcément tête dans le guidon. Tu vois, quand on se lance, on est tête dans le guidon. Quand on est avancé, on est aussi tête dans le guidon. Et cette capacité à un moment donné, à prendre du recul et essayer d'analyser l'existant pour en tirer des conclusions pour prendre les bons choix stratégiques pour sa boîte, je trouve ça super difficile. À quel moment tu t'es dit, OK, le business model de la pub commence à décliner? Alors ça, je pense que tu vois que tu as des métriques en fait. Hein. Tu le vois, en gros, ton chiffre d'affaires baisse à cause de ça. Ça se voit assez facilement. Mais tu aurais pu paniquer, tu aurais pu dire, putain, qu'est-ce qui se passe, ça ne marche pas, je continue, peut-être que, je sais pas, c'est mes pubs qui sont mal placées, donc je vais les mettre différemment, peut-être que je ne produis pas assez de contenu, donc je vais en produire encore plus, peut-être qu'il faut que je m'associe pour je sais pas quoi, bref. Comment tu gères ce moment où tu sens que c'est charnière, donc il faut prendre une décision stratégique qui va vraiment changer la voie de ton business model. Voilà, comment toi tu gères ça à ce moment-là? Comment tu sais qu'il faut aller vers la formation, vers la prestation de service? Comment tu sais qu'il faut pas... Ça aurait pu être aussi un choix. Bon, ma question est longue, mais je finis vite. Hein. Mais ça aurait pu être aussi un choix d'aller encore plus dans le business model qui est lié à la pub. Tu vois, ça marche moins, peut-être parce que je fais pas bien, donc je vais essayer de faire un peu mieux. Tu vois. Bon, ça marchait moins parce que le système global se cassait la gueule. Et ça, tu l'as vu. Voilà. Comment tu gères ces moments-là dans une boîte, en fait? Enfin, dans ta boîte à toi. Dans ma boîte à moi, c'était, alors comme tu l'as dit, il y a des métriques qui permettent de te dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passe. Alors si on rentre dans les métriques web, je vais pas faire le détail, mais bon, les pages vues, les visites, tout ça. Et puis après, tu as tes métriques économiques, financières. Donc on se rend compte assez vite, au bout d'un moment, que les revenus publicitaires sur un site web sont liés à la fréquentation du site. Ça, c'est mécanique. Alors, moins maintenant, mais bon, l'idée, c'est ça. Donc du coup, la conclusion, c'est que si tes revenus publicitaires baissent, bah, il faut que mécaniquement, tu augmentes tes publications pour compenser. Alors, le truc, c'est que pour pouvoir augmenter les publications, et d'une, il faut avoir de la bande passante, donc il faut avoir 48 heures par jour au bout d'un moment, et puis il faut avoir aussi de la matière, c'est de quoi je parle. Alors comme j'ai eu la riche idée de faire un site sur la photo, qui est déjà une niche par rapport à l'actualité, et que dans la photo, je parle plutôt à l'époque de matériel, et que en plus dans le matériel, je ne parle que d'une marque, bah, vous avez tous compris que le gars, il commence à manquer d'idées le lundi soir. Il dit, oula, ça y est, j'ai fait mon lundi, je parle de quoi demain? J'étais arrivé à cette période-là à un rythme de publication de 4 articles par jour. C'est beaucoup, hein? C'est déjà beaucoup, il faut les sortir. Passer à 5, à 6, à 8, alors tout seul, c'est pas possible. Recruter, bah, ça veut dire investir. Donc investir quand on est en train de renforcer son modèle, c'est pas la bonne tactique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Et si j'écoutais les gens qui avaient l'air de savoir un peu de quoi ils parlaient en la matière, il fallait que je passe au minimum à 10 articles par jour. Tout seul? Tout seul ou en trouvant des solutions. Mais déjà, j'avais pas 10 idées d'articles par jour, ou alors bah, je prenais n'importe quoi, je racontais n'importe quoi, et c'était pas trop mon idée. Ou bien je faisais de l'article sponsorisé, en veux-tu, en voilà, comme j'en reçois encore tous les jours. Est-ce que vous voulez parler de bricolage, de téléphonie, dont on n'avait rien à faire sur ce site-là? Donc j'ai senti quand même assez vite que le modèle c'était autre chose, il fallait passer à autre chose. Et je crois aussi que, bon, alors, dire en public comme ça, c'est toujours un petit peu gênant, mais c'est vrai que moi, j'aime bien retransmettre ce que j'ai découvert, ce que j'ai appris, et puis j'ai souvent fait de la formation, j'en ai fait dans mon club photo aussi, j'en ai fait dans l'informatique, sur l'informatique. Du coup, j'avais ce goût-là aussi pour renvoyer ce que moi j'avais reçu, et puis quelqu'un m'a dit un jour, à 40 ans, on est expert ou manager. Donc, comme j'allais pas vers le management, je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant tu es expert. Donc, un expert, au bout d'un moment, ça renvoie aussi. Et du coup, bah voilà, je me suis dit, c'est peut-être ça la solution. J'ai peut-être quelque chose à faire en termes de formation, donc je vais tenter ça. Donc, tu as créé ce qu'on a, ouais, des formations en vidéo, des tutoriels que tu vends aux personnes qui veulent progresser dans un domaine particulier. Quelles sont les formations que tu vends actuellement? Sur quel domaine tu es allé? Quelle thématique?
Alors, pratique photo, ouais, de façon assez logique. Pratique photo et tout ce qui est post-traitement. Donc, à la fois depuis le tri, le traitement des photos jusqu'à l'archivage des photos. Donc ça, c'est le catalogue actuel. Et puis, je suis en train de travailler sur d'autres sujets. Enfin, j'ai pas mal d'idées. Un prochain sujet, peut-être, non? C'est un peu trop tôt pour en parler. Un petit Ouais, teasing vite fait, là. pas tôt encore. C'est un peu tôt. Bon, le logiciel, ça évolue vite. Donc, Oui, ouais. c'est vrai, exact. Alors, JC, on est pareil, toi et moi, hein, et comme beaucoup d'ailleurs de photographes, hein, on n'a pas de diplôme photo. Moi, j'avais pas de, et j'en ai toujours pas d'ailleurs, hein. Moi, photographie animalière, je vendais, j'en vends toujours, hein, c'est plus mon business model, mais je vendais des formations pour apprendre aux gens à photographier des animaux sauvages. Pas de diplôme photo et Mhm. pas de diplôme universitaire en bio, en sciences nat, tu vois. Donc, j'ai pas cette notoriété, allez, qui est très prisée en France, qui est celle du diplôme. Tu vois, je l'avais pas. Toi non plus. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Comment tu as géré ça? Est-ce que tu as des remarques des gens qui t'ont dit, mais j'y sais, t'as pas de diplôme, de quoi tu te mêles? Voilà, tu marches sur les plates-bandes de ceux qui en ont justement, qui eux se sont formés. Voilà, cette question-là, elle est récurrente, hein, ce fameux syndrome d'imposteur. Toi, comment tu t'en es dépatouillé finalement de ça? Oui, bon, c'est vrai qu'on on vit tout ça. Alors, je sais pas si avoir un diplôme photo m'aurait aidé ou pas, mais c'est effectivement, c'est plus ce que tu vas mettre sur ton CV, ta carte de visite, et qui va donner l'impression que. Après, j'ai commencé la formation photo par le logiciel. Alors pourquoi? Parce que déjà, ça m'est plus facile, parce que c'est mon parcours, c'est mon histoire. Et puis, parce qu'il y a de la demande aussi. Alors, à l'époque, ma première formation porte toujours d'ailleurs sur Lightroom. Bon, Lightroom, le logiciel le plus utilisé par les photographes. Il y a forcément beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'offres aussi. Mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'offres qu'il faut pas se lancer. D'ailleurs, souvent même, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'il y a un marché. Et faire une formation sur du logiciel, j'allais dire que ce soit un logiciel, enfin, si quand même, parce que c'est pas la même chose de faire du Lightroom que de faire du Microsoft Word. Mais bon, disons que pour moi, ça coulait assez de sources et je m'estimais pertinent parce que la formation logicielle, j'en ai fait déjà, j'en avais fait plein de fois avant et que bon, le faire sur un logiciel photo, c'était jamais que de changer de domaine, mais la partie logicielle et comment est-ce que l'on présente la méthode d'utilisation d'un logiciel, ça me déroutait pas trop, donc j'estimais avoir cette pertinence-là et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de diplômes pour former à Ouais. ça. Voilà. Et puis après, petit à petit, ce sont aussi les gens qui nous suivent, qui nous aident. Parce que des fois, on se dit, ah, mais ouais, il y a les gens. Mais c'est important le retour que l'on a aussi. Moi, c'est tous les gens qui m'ont dit, ah, bah, c'est super, ça m'a beaucoup aidé. Bon, bah, ok. Ou bien des fois, il y avait un petit raccord à faire. Ok, je le fais. Et puis, tous les gens qui m'ont aussi dit, ah, bah, tiens, mais bah, c'était bien, mais maintenant je prendrais bien une formation sur ça, et puis un truc sur ça, et puis autre chose. Des idées, j'en reçois toutes les semaines. Et je m'efforce de faire en sorte que ça soit le mieux possible. Je m'efforce de faire en sorte que ça soit un produit que moi je pourrais acheter. Et pour tout dire, j'ai essayé enfin, j'ai drafté quelques formations comme ça, et j'ai pas été au bout parce que je me disais non, ça, franchement, c'est pas le niveau de qualité que j'aimerais sortir, donc je vais m'arrêter là, quoi. Je le Hmm. fais pas. Généralement quand on a un métier. Alors à nos âges, on est censé avoir un métier avant, un parcours. Il y a un domaine dans lequel on travaille. Moi, en l'occurrence, c'était l'informatique, et puis il y a un métier. Donc, j'étais consultant avant-vente et responsable marketing. Et on dit souvent, on peut changer de métier sans changer de domaine, et là on se raccroche à son domaine, et c'est ce que j'ai fait quand je suis passé de l'avant-vente au marketing, ou bien on peut changer de domaine sans changer de métier. Et j'aurais pu aller faire de l'avant-vente dans, je sais pas quoi, l'électronique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi en passant sur la photo et le web? Finalement, j'ai quand même gardé un peu mon domaine parce que on est proche de l'informatique quand on fait du web, parce que c'est quand même beaucoup du web, hein, notre activité. La photo, c'est beaucoup de la technologie aussi, quand on en a expliqué les principes et comment ça fonctionne. Donc, je suis quand même plutôt resté dans ce domaine-là, mais en m'éloignant un tout petit peu vers la photo. Et puis, j'ai gardé un peu mon métier d'avant-vente. Quand on fait de l'avant-vente, on explique à un client ce qu'il va avoir, pourquoi ça va répondre à son besoin,
pourquoi, un peu aussi, je vois Pierre qui vient de passer là, il sait de quoi je parle. Pourquoi ce qu'on propose, c'est peut-être un peu meilleur que ce que celui d'avant a proposé. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis raccroché à ça. Et je crois qu'on a tous quelque chose à quoi on peut se raccrocher parce que, arrivé à 40 ou 50 ans ou 35, on a déjà un parcours. Quand on envisage de vivre de la photographie, ben, un aspect qu'on n'avait pas anticipé, c'est celui de la gestion du temps. Enfin, on s'en doute bien qu'il va falloir gérer son temps pour être efficace. Et une des facettes que j'aime bien chez toi également, JC, c'est ta capacité à être productif et en tout cas à paraître productif. Je ne sais pas si tu l'es, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que tu l'es. Allez, une astuce peut-être de gestion de temps, on va dire, celle qui, toi, t'est utile, qu'on soit salarié ou pas, mais voilà, pour arriver à atteindre un but qu'on se fixe, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme petite astuce? Je vais dire des choses bateau déjà, mais bon, planifier, ça c'est évident. Ouais. Évident. Tout ce que je planifie pas, je le fais pas, ou je le fais mal, ou je le fais tardivement. Donc ça, il est clair que si j'ai pas un planning en début de semaine de ce que je veux faire dans la semaine, ça fonctionne pas. Revoir le planning avant de démarrer. C'est-à-dire, généralement, le dimanche soir, je fais ma revue de la semaine. Ça va vite, hein, faut pas croire que je bosse le dimanche. Mais je fais ma revue de la semaine en me disant, bon, voilà, je dois faire ça. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce qu'il n'y a pas eu un ajustement à faire en fonction du déroulement de la semaine passée? Enfin, voilà, il y a cette petite revue hebdomadaire. Et puis, de plus en plus, je travaille par bloc. Et le fait de travailler par bloc, ça me permet de ne pas trop tronçonner ce que j'ai à faire dans une journée, parce que ça, j'ai testé, ça fonctionnait pas bien pour moi, tout au moins. Dire je fais 1 heure de ça, 2 heures de ça, 1 heure de ça, une demi-heure de ça, Ouais. on perd énormément de temps à switcher d'activité. Alors que travailler par bloc, c'est dire aujourd'hui, voilà, je ne fais que ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis moi, je suis un peu comme toi. Je trouve assez frustrant d'arrêter alors que t'as pas fini, quoi. Souvent, c'est ce qui arrive. Ouais, voilà, Et c'est frustrant. Après, gérer mon temps, c'est aussi me donner du temps pour moi. Et ça, je le fais depuis un certain temps maintenant. Je sais plus si c'est à toi que je l'ai dit, je crois, mais entre 13h et 15h, il faut pas me donner un rendez-vous parce que je ne suis pas disponible. Et c'est pour ça qu'on a démarré à 15h d'ailleurs. Et tu bloques. Non, mais je veux dire, tu bloques Ouais, vraiment. je Il n'y bloque. a rien. Tu mets Sauf, rien. sauf situation très particulière, je ne prends aucun rendez-vous, je ne mets aucune activité de production parce que déjà c'est l'heure où je suis pas productif. Donc j'ai dit que je dormais sur mon clavier après déjeuner, donc je perds mon temps. Ou on va se retrouver à glander sur Facebook ou je ne sais quoi. Donc comme j'ai arrêté Facebook, je peux plus le faire maintenant, donc il fallait que je trouve autre chose. Donc du coup je vais marcher, je vais bouquiner, ça dépend de la météo, je vais faire des photos, voilà. Et il faut aussi se donner ce temps-là, c'est hyper important. Ouais, carrément, Et, carrément. voilà. C'est important. C'est super important, mais et j'ai envie de dire, plus, 42 ans, donc du coup, je fais les à le dire, hein, mais plus on avance et plus c'est important. C'est comme, tu vois, quand t'as allé 20 ans, tu te prends une cuite, tu mets rien de temps à récupérer. Bah, quand on a 40, moi, je bois pas d'alcool, donc du coup, mais j'imagine que c'est plus dur de récupérer après avoir fait une fête un peu arrosée, quoi. Allez, il nous reste 10 minutes, j'y sais, je voudrais qu'on parle photo quand Oui. même, parce que c'est quand même le point commun à tous, hein, toutes les personnes qui sont là. Tu l'as dit en 2 mots, tu es photographe urbain. Tiens, c'est quoi en fait un photographe urbain? Tu définis ça comment finalement? C'est un photographe Ouais. qui fait en ville. Voilà. Tu te rappelles quand on a interviewé Michael Freeman au salon de la photo et qui nous a dit, ça m'a beaucoup marqué d'ailleurs, je l'ai noté, il nous a dit, Freeman, on me demande souvent, tu es photographe de quoi? Parce qu'il y a le photographe de mariage, le photographe de sport, le photographe. Il a dit, mais moi je suis photographe tout court. Et c'est vrai que c'est la vérité, elle est là. Donc, je suis photographe urbain parce que j'habite en ville depuis toujours, que j'aime bien la ville, même si j'aime bien la nature, mais bon, je suis pas mal à l'aise en ville à ce point-là. Et voilà, je trouve toujours quelque chose à y photographier. Et puis aussi parce que à un moment donné de ma vie de photographe, je me suis dit, oh là là, mais j'ai quand même pas de bol parce que toutes les belles photos, c'est fait à l'autre bout du monde, dans des décors paradisiaques, de nature paradisiaque. Il y en a même qui vont photographier les oiseaux au Japon, si vous voyez à qui je veux penser. Et donc tout ça, ça fait rêver. Clin d'œil. Et moi, je peux pas le faire parce que j'avais un boulot, parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas les moyens, parce que. Donc j'ai dit au bout d'un moment, arrête de râler, fais les photos là où tu te trouves, t'es en ville, bah fais les photos en ville, voilà. Et puis c'est comme ça que je me suis auto-proclamé photographe urbain, mais bon, en même temps, s'il faut faire des photos d'autres choses, je les fais aussi, quoi. Et donc ta production photographique, du coup, c'est quoi? Non, la question est différente. Qu'est-ce que tu fais de tes photos, JC? Est-ce que tu les fais que les publier sur ton Insta?
Est-ce que tu en fais des tirages? Est-ce que tu en fais des livres? Tu fais quoi de tes photos que tu fais? T'en fais quoi? Alors, ça va dépendre des photos. Quand je dis que je suis pas que photographe urbain, c'est aussi que je fais des photos de danse. Je faisais des photos de danse parce que depuis un Oui. an, j'en fais beaucoup moins. Ta fille fait de la danse, hein, c'est ça? Ouais, ouais, mais mes filles font de la danse, ma femme fait de la danse, on a une amie qui est prof de danse, un autre ami qui est prof de danse, voilà. Je suis entouré de danseurs, je n'avais plus le choix, c'était où je dansais, où je faisais des photos de danse. Je sais pas. Et donc, ce que je fais de mes photos, c'est que je devrais pas regarder les messages parce que du coup je l'ai dit. Désolé. Les photos de danse, la plupart du temps, je les redonne aux danseurs parce qu'ils aiment bien les avoir. J'ai fait des expos aussi à l'endroit où je vais photographier, sur le plateau où je vais photographier la plupart de mes spectacles. Et j'ai fait aussi quelques livres de photos. Et les photos plutôt urbaines, donc qui n'ont rien à voir avec la danse, là aussi je m'efforce d'avoir un projet, une série qui tient à peu près la route. J'ai eu la chance de l'exposer 2 fois ces dernières années. On a une belle galerie municipale par chez nous, donc j'ai exposé avec des copains photographes de la commune ces dernières séries sur la ville. Et puis j'ai fait des bouquins pour moi aussi. Je n'ai pas la prétention de vendre ces photos-là, d'en faire un livre. Voilà, c'est pas l'idée. Euh, et puis Insta, pour moi, c'est pas vraiment l'usage que je fais des photos. Insta, c'est plus pour dire voilà ce que je fais. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous y intéresser. Mais bon, c'est tout quoi. Enfin, ça a pas Mm. d'autres. J'ai pas d'autres préoccupations sur Insta que ça quoi. C'est plus aussi de partager mon quotidien, d'essayer de motiver un petit peu les gens. Et voilà, c'est ça l'intérêt. Ouais. Et est-ce que le temps entre 1 heure et 15 heures, le temps qui t'est propre, qui est perso, dans lequel tu ne cases rien, est-ce que c'est aussi un temps que tu fais de la photo? Oui, souvent. Souvent, alors tout ça aussi, il y a une raison, c'est que j'ai eu la riche idée il y a 3 ans de mettre le pied dans un projet 752 dans lequel j'ai pas réussi à m'en défaire encore. Ils sont accrocheurs, ils sont incroyables. Et je sais pas si Xavier écoute, mais voilà, il a été bon vendeur sur ce coup-là. J'ai acheté et puis du coup j'y suis toujours. Donc projet 752 pour faire très court, hein, c'est que c'est un projet 365, donc une photo par jour, mais qui est mené par 7 photographes conjointement. Du coup, ça nous fait une photo par semaine, ce qui donne une photo par jour. Donc c'est un projet 52, mais 7 fois. D'où 752. Par contre, il faut sortir une photo par semaine. Et mine de rien, c'est déjà un challenge. Du coup, c'est vrai que ces sorties quotidiennes, enfin, tout au moins à chaque fois que la météo le veut bien, c'est aussi l'occasion de faire cette photo-là. Et du coup, d'en faire plein, en fait, et puis d'arriver le dernier jour, des fois, sans savoir quoi poster, mais bon. Mais c'est devenu finalement, avec le temps, j'ai re-signé cette année, parce que c'est aussi un exercice. C'est pas tant pour la beauté des photos que je publie, parce que parfois, très honnêtement, c'est pas les meilleures, mais c'est parce que c'est un exercice que de sortir et puis de se dire tous les jours, je sors, je fais des photos, je déclenche, je déclenche, je déclenche. J'essaye de trouver des situations, des lumières, des lieux, des cadrages, voilà. Et je fais ma gym en fait quand je fais ça. Ouais, C'est complètement. ça, Ouais, c'est ouais. l'entraînement. Matos photo un petit peu, parce qu'il paraît que tu t'y connais, que tu as fait pas mal de revues, d'articles là-dessus. Non, mais plus Ouais. sérieusement, ton matos actuel, c'est lequel? Est-ce que tu en es content? Est-ce que tu pourrais revenir en arrière? Voilà, tu photographies avec quoi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Bon, vous m'écoutez les gens de chez Nikon? Bon, mon matos actuel c'est du Nikon. Bien sûr. Pas forcément. Alors, pas forcément au sens où on me paye grassement pour en parler, c'est pas ça. D'ailleurs, c'est pas le cas. Mais non, forcément parce que je suis nikoniste depuis de nombreuses années et que voilà, j'ai pas forcément envie de changer de marque. Chez Nikon, donc, j'ai un Z6 II actuellement, donc le dernier hybride. Euh, Pourquoi? Alors oui, il me convient. Contrairement à ce que beaucoup veulent bien dire d'ailleurs, il fonctionne plutôt bien. Et il me convient pour toutes les photos que j'ai à faire, y compris la danse d'ailleurs, avec le suivi autofocus. Quand j'en faisais, j'ai fait avec le Z6, pas avec le 2, mais c'est un peu pareil. Et donc oui, ça me convient parce que c'est un matos que je connais par cœur. C'est pas parce que c'est un hybride, mais bon, je viens du réflexe Nikon, je connais par cœur
la philosophie Nikon, les menus Nikon, le fonctionnement des modes Nikon. Donc voilà, j'ai retrouvé mes petits très vite. J'ai conservé mes optiques, j'ai de nouvelles optiques aussi. Voilà, donc je suis à l'aise avec ça. Mais j'ai pas que ça, j'ai aussi un petit hybride Fuji, c'est pas un grand secret. Mais ça, c'est plus pour la photo de rue, parce que c'est hyper discret, que parfois, je vous disais en intro, j'habite en région parisienne. Il y a des endroits où le soir, voilà, on est un petit peu prudent parce que faut pas forcément aller traîner n'importe où à n'importe quelle heure. Et alors en plus arriver avec un gros boîtier bien brillant et un bon gros objectif comme ça, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux. Donc je préfère un petit matos plus discret. Ton objectif, on va dire, si tu avais à en garder qu'un seul pour la photographie urbaine de rue, ce serait lequel? C'est le 35. 35 mm, ok. Qu'est-ce qui fait que c'est ça ou plutôt qu'un 19% de mes photos au 35. Parce que c'est ce que je vois. C'est ma vision, elle est 35 mm, c'est ce que je vois. Et puis parce que je crois que je l'ai tellement utilisé que alors c'est un peu pompeux de dire ça, mais globalement, je sais d'avance ce qu'il va y avoir dans mon cadre quand je vois une scène, parce que je connais tellement ma focale que globalement, je mets l'œil au viseur et voilà, c'est ce que j'avais prévu. Quand je sors avec un zoom, par exemple, ça m'arrive aussi, le 24-70 f4 du Nikon, j'ai la tentation de tourner la bague. C'est trop facile, hein. On tourne et plouf, plouf. Et du coup, j'ai pas la même concentration dans l'image. Je cherche pas la même chose. Je suis plus à me dire comment est-ce que je vais régler ma focale au lieu de dire quel est mon sujet. Et dans l'approche, c'est totalement différent. La question que je voulais te poser, que tu vois, qui est marquée, hein, retouchez-vous toutes vos photos ou pensez-vous comme moi que retoucher une photo, ça a quelque chose de négatif? Alors là, j'ai l'impression de poser une question qu'on posait à l'époque de Feu l'Agora Show, le podcast. Hein. Mais voilà, juste en 2 secondes, JC. Donc, 2 secondes. C'est important. Voilà. Est-ce que je retouche toutes mes photos? Non. Je retouche les photos que je vais montrer, imprimer ou tirer. Par contre, systématiquement. Pourquoi je le fais? Ça n'a rien de négatif pour moi. C'est que quand je faisais de l'argentique, je développais mon film et je faisais mon tirage. Et le tirage, c'est pas de la retouche, c'est du tirage. Mais le tirage, eh bien, on le façonne à sa façon, et ceux qui ont fait de l'argentique, ils savent de quoi je veux parler. Donc il ne pouvait pas y avoir un tirage photo sans qu'on ait fait du labo argentique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On prend un négatif qui est le RAW, on le tire, et on a un tirage numérique. C'est du labo numérique. Donc pour moi, le traiter ces photos, et non pas retoucher, je dis bien traiter les photos, c'est pas la même chose que la retouche. Le traitement photo, bah oui, c'est un passage obligé, c'est finir le boulot. Enfin, sans traitement photo, pour moi, il n'y a pas de photo. Quand on fait quelque chose dans lequel on est bon, ben on est bon. Et on aide les gens. Les gens prennent nos prestations, ils sont contents. Et c'est une espèce c'est un cercle vertueux. Ça nous rend heureux. On sent qu'on est utile. Les gens, ça les aide. Ils sont heureux. Et puis c'est formidable en fait. Tu vois, donc je veux dire, ça paraît un peu bisounours, mais c'est la réalité de l'entrepreneuriat. On crée quelque chose qui, pour nous, est utile parce qu'on se sent bon là-dedans. On sent qu'on va être utile aux gens, utile au monde en général. Les gens vont utiliser ce service-là ou ce produit. Ça va les rendre heureux, plus zen, plus, je sais pas, moi, plus fiers peut-être, tu vois. Et c'est voilà, c'est un cercle vertueux. Et c'est peut-être l'essence même de l'entrepreneuriat, en fait, hein, tu vois, de rendre le monde meilleur, en fait. Oui, et puis moi j'ai envie de dire, souvent on me dit, oh oui, mais moi j'ai pas la capacité à faire ce que tu fais, donc je peux pas le faire. Ou bien j'ai pas de connaissances particulières à partager ainsi. Alors ça, moi je voudrais m'opposer à ça. C'est que on a tous quelque chose à partager. On a tous un parcours. Même si on a 20 ans, parfois à 20 ans, on a déjà un parcours que d'autres n'ont pas à 50 ans. Donc on a tous quelque chose à partager. Et aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de le partager. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Donc, on te suit sur quoi, en fait? On me suit sur nikonpassion.com pour la photo et sur jcdichamp.com pour l'entrepreneuriat, le web, tous ces sujets-là. Voilà. J'essaye de scinder les deux, mais j'avoue que peut-être un jour, il faudra tout fusionner. Je sais pas. Pour le moment, c'est ça. Ça marche. Voilà. Merci infiniment, JC. C'était super. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. J'espère, comme d'habitude, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pour donner un coup de pouce à l'émission, au podcast, la meilleure chose à faire, c'est de partager ça sur vos réseaux, sur Instagram, sur WhatsApp, par mail, de manière très classique. Ça marche aussi, évidemment. C'est de
si vous le voulez bien, laissez une note sur Apple Podcast, laissez un commentaire sympa de manière à pouvoir remonter. Comme dans YouTube, c'est pareil, hein, plus il y a de commentaires, plus il y a de partages, plus Apple le sait, plus les plateformes le savent et plus elles mettent en avant le podcast. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode.